Pour la première fois dans l'histoire moderne de la Russie, le Kremlin licencie des employés de sa propre banque d'État. C'est vraiment sans précédent. Nous parlons de la Banque publique de développement, l'institution qui détient l'argent des retraites de 38 millions de Russes, et c'est l'employeur le plus protégé de tout le pays. Et devinez quoi ? Cette semaine, Poutine vient d'ordonner de licencier 15% de ses effectifs. Cela signifie que quelque chose dans l'économie russe se détériore tellement que le Kremlin ne peut plus le cacher. Et les licenciements ne sont que la partie visible. La Russie perd désormais plus de soldats chaque jour qu'elle n'en recrute. Les conseillers de Poutine proposent désormais des politiques de travail forcées inspirées des manuels soviétiques des années 1950. Et bien sûr, pour aggraver les choses, et je ne plaisante pas en disant cela, les Russes viennent de recevoir la pire nouvelle possible. Les prix de la vodka en Russie s'envolent. La seule chose qui était restée bon marché pendant toutes les crises russes depuis 25 ans est en train de devenir incontrôlable. Pendant ce temps, devinez ce que fait Poutine. Il n'essaie pas de résoudre les problèmes, mais il organise plutôt sa propre fausse version de Davos à Saint-Pétersbourg, avec Candace Owens, Andrew Tate et son petit frère. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'état de l'économie russe, car Poutine essaie d'organiser une fête avec ses économistes mondialement connus. Et l'Ukraine vient de gâcher cette fête avec une frappe de drone qui a touché la ville pendant que le forum avait lieu. Dans cette vidéo, je veux expliquer la situation réelle de l'économie russe, et pourquoi Poutine recourt à des politiques que la plupart des analystes occidentaux pensaient qu'il n'utiliserait jamais. Et bien sûr, comment l'Ukraine vient de porter le coup d'humiliation le mieux synchronisé de toute cette guerre. Mais avant de parler de tout ce sommet, de cette fausse fête façon Davos que Poutine organise, commençons par les chiffres, qui expliquent pourquoi ces licenciements étaient assez inévitables. Vous voyez, l'État russe est en train de perdre de l'argent à un rythme effréné, et la raison pour laquelle il perd autant d'argent, c'est quelque chose que le Kremlin refuse toujours de dire ouvertement. La Russie perd plus de 1000 soldats par jour, et ce chiffre est resté assez constant ces derniers 6 mois. Et je ne plaisante pas en disant cela. Maintenant, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas tenable. Écoutez ce commentaire du président finlandais Alexander Stubb. Nous sommes donc dans une situation où les Ukrainiens éliminent environ 35 000 soldats russes par mois. Les Russes ne parviennent pas à recruter autant qu'ils en perdent. En plus de cela, l'Ukraine lance plus de drones et de missiles contre la Russie que la Russie n'en lance contre l'Ukraine. Et au mois d'avril, c'était la première fois que l'Ukraine reprenait plus de territoire que la Russie n'en gagnait. Si vous voulez mettre des chiffres précis là-dessus, la popularité de la guerre est maintenant en dessous de 50% en Russie. Et cela pour 2 raisons. L'Ukraine est capable de frapper en profondeur jusqu'à Moscou et Saint-Pétersbourg. Et deuxièmement, les Russes ont dû couper l'accès à Internet, à Telegram et à WhatsApp. Donc je pense que la situation est en train de changer et que l'Ukraine prend le dessus sur la Russie. Pour être clair, ce chiffre de 1000 inclut les tués et les blessés. Cela signifie que certains de ces soldats blessés vont se rétablir et retourner sur le front. Mais malgré tout, le problème mathématique ne devient pas plus simple car il faut regarder l'autre côté de l'équation. La Russie recrute actuellement environ 30 000 nouveaux soldats chaque mois. Cela signifie qu'ils perdent en réalité plus de soldats qu'ils n'en recrutent. Et le pire, c'est que cet écart, même s'il est petit pour l'instant, continue de grandir mois après mois. L'armée rétrécit, et la Russie perd du terrain sur le front pour cette raison. En réalité, ils en perdent continuellement depuis 2 mois. Cela prendra sens dès que nous verrons les chiffres du recrutement. Au cours des 3 premiers mois de 2026, le recrutement russe a chuté de 20% par rapport à la même période de l'année précédente. Ce déclin s'accélère également. Cela signifie que le taux de recrutement diminue de plus en plus rapidement chaque mois. Et la raison à cela est assez simple. D'abord, les Russes commencent à réaliser ce qui se passe vraiment en signant un contrat. Ils savent que les commandants russes appliquent simplement cette soi-disant stratégie appelée les assauts en vagues humaines, où ils envoient vague après vague de soldats russes contre des positions ukrainiennes fortifiées, jusqu'à ce qu'assez de soldats meurent pour qu'enfin, une dernière vague réussisse. Les calculs sont assez simples. Les commandants russes espèrent qu'en envoyant suffisamment de soldats, les Ukrainiens finiront par manquer de balles ou de drones. Mais malheureusement, l'Ukraine innove à un rythme plus rapide que la Russie ne peut tuer ses propres citoyens. Et cela signifie que les chances de survie pour les soldats russes qui signent ce nouveau contrat, eh bien, elles ne sont pas très encourageantes. En fait, regardez cet extrait. Ici, nous avons un soldat russe extrêmement heureux,
à l'idée d'aller sur la ligne de front et de gagner autant d'argent grâce aux primes. Et ensuite, on voit les conséquences de ce voyage sur la ligne de front pour lui. Regardez. Quelle belle journée pour aller à l'opération militaire spéciale. Je te souhaite bonne santé. Maintenant, j'avais vraiment envie de jouer le thème de Larry et son nombril ici, mais je pense que vous avez compris le message. Et devinez quoi? Les soldats russes, ou plutôt, ceux qui pourraient devenir soldats russes, reçoivent aussi ce message. C'est précisément pour cela qu'ils ne s'engagent pas pour cette offensive en première ligne menée par la Russie. Et cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle les chiffres du recrutement s'effondrent. L'argent que la Russie peut offrir doit continuer d'augmenter, mais malheureusement, Poutine n'a pas d'argent. Vous voyez? Au début de la guerre, pour convaincre un homme russe d'accepter un risque d'une chance sur 3 de mourir, le Kremlin agitait devant lui une prime de signature de 20 000 $. C'était autrefois une somme qui changeait la vie. Et en plus de ça, beaucoup de Russes pensaient que leur chance de mourir n'était été pas si élevée. Alors ils prenaient la prime puisque c'était tellement d'argent. Et ils la comparaient au risque de mourir. Et ils se disaient « Hé, je suis prêt à faire ce compromis ». Malheureusement, ce chèque de 20 000 $ ne fonctionne plus parce que le rouble est plus faible. L'inflation a rongé la Russie rurale. Et en plus de ça, les Russes voient que le risque est bien plus élevé qu'ils ne le pensaient auparavant. C'est pourquoi ils exigent une prime plus élevée pour ce risque, selon la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, malheureusement, Poutine n'a pas assez d'argent pour continuer à augmenter les primes afin d'attirer de plus en plus de recrues. Regardez ce rapport. Et cela vient du ministère russe des Finances. Le ministre russe des Finances vient d'admettre, dans une lettre qui a fuité, que le budget de 2026 a dépassé les prévisions pour cette guerre d'au moins 28 milliards de $. Cela signifie qu'il dépense plus d'argent qu'il n'espérait en dépenser pour cette guerre. Et ces 28 milliards de $ représentent aussi le scénario optimiste. Ce qui veut dire que si la situation sur le front continue comme elle le fait actuellement, cette perte de 28 milliards de $ doublera, pour atteindre 56 milliards de $ rien que cette année. Et pour aggraver les choses, le ministère dit qu'il s'attend à ce que la même chose se produise en 2027 et 2028 si cette guerre continue. Pour être tout à fait juste, cette lettre a d'abord été publiée en février. Depuis, la guerre en Iran a fait grimper les prix du pétrole, ce qui a légèrement soutenu les revenus de la Russie, mais pas autant que la Russie l'aurait espéré. Vous voyez, il y a autre chose que le ministère des Finances n'aurait sans doute pas prévu en février. Les pires dégâts subis par l'économie russe ces derniers 6 mois ne proviennent en réalité pas des sanctions occidentales. Ils viennent en fait de l'Ukraine et des sanctions ukrainiennes. Vous voyez, les sanctions occidentales mettent des années à affaiblir une économie. Elles fonctionnent, mais c'est au ralenti. Mais les sanctions ukrainiennes agissent beaucoup plus rapidement. Un drone s'écrase simplement sur une raffinerie. Et devinez quoi ? Ces sanctions arrêtent la raffinerie immédiatement. Peut-être des semaines, des mois ou plus. Chaque raffinerie à l'arrêt, c'est moins de pétrole raffiné à exporter pour la Russie, et donc moins de recettes fiscales pour Poutine. Et cela signifie plus de pénuries intérieures, davantage de coupes budgétaires, et bien sûr, moins de soldats sur les lignes de front. Dans cette lettre, bien que le ministre des Finances ignorait que cela arriverait, il savait que la Russie perdait de l'argent, et propose donc une solution. Il ne se contentait pas de se plaindre comme moi. Il avait une solution pour Poutine et le cabinet russe. Et il a dit « Si vous voulez continuer cette guerre, vous devez commencer à réduire les dépenses dans d'autres secteurs du gouvernement. » Et voilà, c'est ce qui arrive maintenant, quelques mois plus tard, menant au licenciement dans la fonction publique évoquée au début de la vidéo. Comme je l'ai dit plus tôt, la Banque de développement d'État subit des licenciements de 15%, 1,5. Ce n'est pas aussi grave que 50%, mais c'est quand même assez important, surtout pour une banque d'État. Poutine finance les dépenses. C'est la première preuve visible que les choses ne se passent pas exactement comme prévu dans cette guerre. Et maintenant, la Russie commence à réduire les coûts dans des domaines où elle ne l'avait jamais vraiment fait auparavant. En fait, c'est quelque chose que le PDG de cette banque a publiquement admis. Et j'ai l'impression que cela a peut-être été une erreur. Je vais donc garder un œil sur ce PDG. Voir s'il tombe accidentellement par la fenêtre. Mais voici ce qu'il a dit. Il s'est exprimé publiquement lorsqu'il a annoncé ce licenciement. Il a dit qu'il procède à ce licenciement parce que c'est quelque chose qui a été ordonné directement par le Kremlin. Il a aussi dit que l'an prochain, les licenciements devraient toucher les filiales des banques. Actuellement, seule la banque principale est concernée. Mais l'an prochain, d'autres entreprises affiliées seront aussi affectées. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Car c'est probablement l'institution la plus protégée en matière de licenciement. Vous savez, c'est une banque d'État. Elle fait partie de l'État russe.
Et je suis sûr que Poutine ne veut pas que les personnes qui travaillent pour le gouvernement commencent à s'inquiéter de l'endroit où elles vont toucher leur salaire. Et c'est précisément pour cela que cela nous montre à quel point la situation à l'intérieur de la Russie devient désespérée. Et en plus de cela, les mesures sont généralement un bon moyen de savoir ce qui se passe en coulisses, ce que le gouvernement ne veut pas admettre publiquement. Ce n'est pas seulement crédible en Russie, on pourrait appliquer la même logique ici, aux États-Unis ou ailleurs. Il est plus important d'observer les actes du gouvernement que d'écouter ses paroles. Je souhaite évoquer une autre mesure avancée par des proches de Poutine en Russie. Cette proposition vient d'un conseiller de Poutine. Donc cet homme conseille directement Poutine sur les questions économiques. Et il dit que tout étudiant russe qui reçoit une bourse du gouvernement doit travailler gratuitement pour le gouvernement pendant une période déterminée. En gros, c'est une façon de rembourser le gouvernement pour la bourse. Et si tu refuses, tu ne fais pas que rembourser la bourse. La bourse, tu dois en fait rembourser 3 fois le montant de la bourse, plus une pénalité en plus pour avoir refusé. Bon, je ne suis pas le meilleur en maths, mais je suppose que devoir rembourser 3 fois le montant de la bourse, c'est déjà une pénalité. Mais non, selon ce type, tu dois payer une pénalité en plus de ça. Réfléchis à quel point c'est absurde. Dans un pays normal, le but d'avoir des bourses financées par le gouvernement, c'est que les personnes éduquées puissent utiliser leur éducation pour rembourser le gouvernement ou la société au fil de leur vie grâce à des impôts plus élevés. C'est tout l'intérêt de l'éducation publique. Aujourd'hui, Poutine affirme « Non, nous voulons ce travail d'avance, comme le faisait l'Union soviétique. » Et en plus de ça, si vous refusez de travailler gratuitement pour nous, eh bien, devinez quoi? Vous serez puni pour ça, économiquement parlant. Pour moi, cela ressemble à une conscription, mais en plus compliqué, une politique utilisée seulement quand on manque vraiment d'options. Donc, on pourrait penser qu'en ce moment, Poutine concentrerait son énergie, et bien sûr, son temps à résoudre les problèmes auxquels les Russes sont confrontés. Eh bien, il ne fait pas vraiment cela, mais il organise une fête. Donc, d'une certaine manière, il ressemble à un tsar russe. Cette semaine, Poutine accueille le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. C'est censé être la réponse de la Russie à Davos. Le Davos original, qui est le rassemblement annuel des dirigeants mondiaux et des économistes en Suisse, n'a pas vraiment invité la Russie depuis 2022, depuis que Poutine a lancé son opération militaire spéciale. Alors, Poutine a décidé de créer sa propre version. C'est déjà embarrassant. Si tu ne peux pas entrer dans une fête, tu en organises une autre pour rivaliser. Mais la situation devient encore pire parce qu'au lieu d'inviter des économistes de classe mondiale comme le fait Davos, Poutine invite certaines personnes dont vous avez peut-être entendu parler. Ce sont les penseurs d'élite de notre société. Des personnes comme Candace Owens, Andrew Tate et bien sûr son petit frère. Je ne plaisante pas, c'est vraiment en train d'arriver. Si vous suivez l'un de ces gars, et je ne sais pas pourquoi vous le feriez, vous savez qu'ils sont en Russie en ce moment parce que c'est une réunion tellement importante qu'ils doivent s'y rendre et bien sûr aider l'économie russe en conseillant sur ce que la Russie devrait faire ensuite. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu pour Poutine. Même avant ce sommet, les blogueurs de guerre russes étaient déjà furieux contre ce qu'ils tentaient de faire. Ils posèrent des questions très évidentes. Si l'économie va si mal, pourquoi organisons-nous une fête pour célébrer l'économie ? Et pourquoi invitons-nous ces personnes qui, en réalité, n'ont aucun rôle à jouer dans l'avenir de la Russie ? Écoutez bien, cela provient d'un blogueur de guerre russe. Tu sais, le fait qu'ils attaquent Saint-Pétersbourg, c'est juste un salut à tous ces connards du SPE. Économie, forum. Beauté. tralatralala. Et laissez-moi vous dire franchement, Être un pigeon, c'est votre destin. ils vont juste continuer à le tester. Jusqu'à ce qu'ils finissent probablement par tous nous tuer. Bon Dieu. Mais de quel type d'économie êtes-vous réunis là pour parler, au juste ? Nous avons besoin de réformes, bon sang. C'est fini, changeons de cap, fermez les frontières. Et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire ? Rien. Nous ne pouvons vendre que pétrole, gaz et bois. C'est tout. Qu'est-ce que les Chinois nous apportent, au juste ? Des câbles à fibre optique. Et même ça, c'est de la camelote. Ils ont déjà tout pris en Sibérie. Un putain de désastre complet. Combien de temps allons-nous continuer à vivre comme des diables ? Les gens deviennent de plus en plus pauvres. L'économie s'effondre. De quoi tu jacasses là-bas ? On a déjà eu de la croissance. Il n'y a plus rien à développer. Tout ferme. Tout ce qui reste vide, vas-y, loue-le. C'est tout ce qui s'est passé. Voilà tout ton discours pour vous, bande de connards. Continuez à péter plus fort à Saint-Pétersbourg. Peut-être que ça dissipera la fumée, enfoiré. Dans la nuit du 2 juin, donc il y a seulement un jour, la Russie a mené l'une des plus grandes attaques aériennes de cette guerre.
Des missiles et des drones se sont abattus sur des villes partout en Ukraine, y compris Kiev. En fait, Kiev a été la plus durement touchée. 23 personnes ont été tuées, dont 2 enfants, et 130 personnes ont été blessées à travers l'Ukraine. Je souhaite maintenant évoquer les problèmes ukrainiens, car même si nous discutons souvent de l'Ukraine sur cette chaîne, il existe des aspects du conflit où l'Ukraine fait face à des difficultés. L'un de ces problèmes est la défense contre les missiles balistiques. L'Ukraine ne possède pas ou pas assez de batteries ou de missiles patriotes pour stopper tous les missiles balistiques que la Russie lance régulièrement. C'est pourquoi ils ont beaucoup sollicité les États-Unis, écrivant une lettre publique au président Trump, au Pentagone, au Congrès, à tous. Mais à cause de la guerre avec l'Iran, les États-Unis ont des difficultés d'approvisionnement en missiles et batteries patriotes, ce qui pose un gros problème aux civils ukrainiens. Mais heureusement, l'Ukraine a un moyen de riposter. Nous ne sommes plus en 2022, où l'Ukraine devait simplement subir les attaques terroristes russes. Elle peut désormais riposter. Ils ont leurs propres drones longue portée, ils ont leurs propres missiles balistiques, et en plus de cela, contrairement à la Russie, ils ont un sens du timing très précis. Et l'Ukraine a répondu avec quelque chose à quoi vous ne vous attendiez peut-être pas. Alors que Poutine se préparait à s'adresser à des dignitaires étrangers lors de sa fête bidon à Saint-Pétersbourg, l'Ukraine a frappé précisément cette ville. Mais contrairement à Poutine, l'Ukraine n'a pas visé de cible civile. Ils ont en fait attaqué quelque chose de très visible, et qui blesse Poutine exactement là où ça fait le plus mal. Cette phrase n'est sans doute pas idéale, mais ils ont ciblé les raffineries de pétrole russes. Ils provoquent une grosse explosion, et mettent les raffineries hors service, ce qui fait souffrir la Russie longtemps. Regardez cette attaque qui vient d'avoir lieu quelques heures avant que j'enregistre. Ce claquement en arrière-plan, c'est la défense aérienne russe, qui tente, mais échoue en grande partie, d'intercepter la frappe. Ce sont censées être les meilleures défenses aériennes de la Russie. Elles sont placées autour de la ville car c'est la ville natale de Poutine, où il organise cette grande fête. Mais malheureusement, elles n'ont pas pu arrêter les drones ukrainiens. Les défenses aériennes russes échouent désormais si souvent que, selon des informations, des entreprises privées russes s'arment pour abattre les drones ukrainiens. Jamais je n'aurais cru dire cela au début de cette guerre, mais c'est la situation actuelle de la Russie. Ce n'est pas moi qui monte cette info en épingle. C'est quelque chose qui est couvert par les médias russes eux-mêmes. Regardez cet extrait. L'article principal de la Nezavissimaya Gazeta indique que les régions russes et les grandes entreprises s'arment pour se défendre contre les attaques de drones ukrainiens. Résumé de certains problèmes en Russie, de plus en plus de régions russes font face aux attaques ukrainiennes et doivent agir de façon autonome pour les prévenir. Les nouvelles régions de la Russie, soit les territoires ukrainiens occupés que la Russie dit avoir annexés, rencontrent des problèmes logistiques locaux à cause des attaques contre l'autoroute de Novorossiya. Les pénuries de carburant s'aggravent en Crimée. Certaines régions essaient de résister aux attaques par leurs propres moyens. Des départements pour la défense anti-drone et des détachements spéciaux de volontaires réservistes sont en cours de création pour protéger les installations énergétiques et il a été promis aux grandes entreprises qu'elles seraient autorisées à acheter des armes de gros calibre pour leur autodéfense. L'Union russe des industriels et des entrepreneurs propose d'utiliser des systèmes de guerre électroniques et des lasers et pas seulement des armes légères pour se défendre contre les attaques visant les installations industrielles. Cette vidéo était remplie de mauvaises nouvelles pour la Russie. Mais je pense que la pire, c'est la hausse des prix de la vodka. Je vais surveiller ce que fera Vladimir Poutine, surtout sur les prix de la vodka. Je suis Sam, à la prochaine vidéo.